La Terre est la seule planète connue à abriter la vie. Depuis des millions d'années, périodes glaciaires et périodes chaudes se sont succédées, créant et supprimant des milieux biologiques. Aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique qui progresse. Les glaciers fondent à une vitesse vertigineuse. Le nombre de catastrophes naturelles semble augmenter. Les forêts tropicales, véritables poumons verts de la Terre, sont défrichées chaque jour un peu plus. Conséquence, les régions désertiques s'étendent. Et de grands animaux aujourd'hui connus de tous pourraient bien disparaître. Quel est l'avenir de la Terre? L'extinction à terme de toute forme de vie? Non, parce que la vie est toujours la plus forte, et parce que l'adaptation est une des plus grandes capacités des espèces. C'est particulièrement marquant chez les animaux les plus petits et les plus vulnérables. Insectes, amphibiens, araignées et reptiles, tous cherchent de nouvelles niches écologiques et les trouvent. Et pour ce formidable travail d'adaptation, chaque forme de vie possède ses propres atouts. Au final, un nouvel équilibre se fait jour, fragile et sensible, au sein duquel les rôles et les hiérarchies sont remis en question. Imaginons un lieu totalement inhabité, désert. Par exemple, une île volcanique, tout juste surgie au milieu de l'océan. Cette île n'est pourtant pas complètement dénuée de vie. Des bactéries ont survécu aux éruptions et aux gerbes d'eau brûlante et extrêmement acides. Aussitôt, la vie afflue de toutes parts. Et les cônes de lave sont rapidement colonisés par quantité d'espèces. D'autres s'établissent dans les innombrables grottes et passages nouvellement formés dans les profondeurs. Au bout de quelques dizaines d'années seulement, un écosystème entièrement nouveau s'est créé sous l'eau. Mais comment s'établit la vie à la surface? Au début, les côtes escarpées paraissent terriblement hostiles. Des dizaines d'années peuvent s'écouler avant l'arrivée d'une première colonisation des espèces. Pendant longtemps, l'île doit se contenter des vestiges fossilisés d'un monde ancien, qui existait il y a des centaines de milliers, voire des millions d'années, avant qu'elle-même ne jaillisse de la mer. Et puis un jour, arrive une libellule poussée par le vent, peut-être sur plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de l'océan. Les libellules comptent en effet parmi les premiers arrivants et colonisateurs des terres et îles nouvelles. La falaise escarpée ne paraît inhospitalière qu'au premier abord. Pour les oiseaux, elle est souvent particulièrement attrayante.
Des espèces, comme le guêpier d'Europe, colonisent volontiers les parois érodées pour y creuser leurs nids et élever leurs petits. Les nouveaux rivages exercent une attraction magique sur les oiseaux de mer qui viennent s'y reposer et vérifier s'il ne serait pas idéal à la ponte. Cosmopolites accomplis, les goélands découvrent rapidement et colonisent durablement les régions côtières nouvellement formées. Le moindre espace est exploité. Si le rivage n'accueille pas encore de petits animaux terrestres comestibles, la mer constitue un garde-manger inépuisable. Ces mouvements garantissent un arrivage permanent de nourriture. Il s'agit généralement de goémons et d'autres algues. Mais il arrive aussi que des fragments de végétaux charriés sur des centaines de kilomètres atterrissent sur les nouveaux rivages. Ainsi, de petits passagers clandestins comme ces araignées sauteuses de 3 mm de long ont survécu au voyage et font leur entrée dans le Nouveau Monde. Certaines espèces de papillons qui ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la mer servent de nourriture aux créatures amphibies comme les crabes, qui prennent rapidement possession des côtes. Et souvent, des morceaux de bois venus d'horizons lointains sont rejetés sur le rivage par les vagues. Il n'est pas rare qu'ils abritent d'autres petits passagers qui s'épargnent ainsi les fatigues d'une telle odyssée. Échoué sur le rivage, le lézard a eu de la chance. Affamés, ils ne boutent pas les végétaux, même si les lézards ont une nette préférence pour la nourriture carnée. Si le hasard met en présence plusieurs spécimens, une nouvelle population ne tarde pas à se former. Pour survivre, elle peut devenir frugivore par la force des choses. Ainsi, un nouvel environnement produit de nouvelles espèces. Quand des reptiles restent isolés sur une île plusieurs centaines de milliers d'années, ils finissent par développer des formes et des couleurs qui leur sont propres. Tôt ou tard, un criquet pèlerin vient rejoindre les autres naufragés. Même si de nombreux lézards sont devenus frugivores, ils continuent de porter dans leur gène l'instinct de chasse et se jettent avec avidité sur une proie animale à chaque fois que l'occasion se présente. Si les côtes sont déjà habitées, à l'intérieur des terres, la vie se développe beaucoup plus lentement. La plupart des espaces sont encore dépourvus de végétation protectrice. Pourtant, de petits animaux se sont déjà installés. Ce sont des ténébrionidae. En plus d'être des herbivores d'une extrême frugalité, ils s'accommodent de très peu d'humidité. De minuscules gouttes de rosée dans le sable suffisent. Ce gecko léopard s'est aussi parfaitement adapté au désert. Et justement, les ténébrionidae font partie de son alimentation. Sauf que dans la plupart des cas, ce lézard un peu pâteau en est pour ses frais. Les coléoptères sont beaucoup trop rapides pour lui. Il n'a plus qu'à attendre des insectes plus lents ou compter sur un hasard qui le mettra nez à nez avec un autre ténébrionidé. Le signe indiscutable d'une colonisation terrestre réussie
est l'apparition d'une descendance. Voici des œufs de lézard. Contrairement aux oiseaux, leurs parents ne les couvrent pas, mais les cachent dans de petites cavités ou les enfouissent dans le sable ou la terre. Les coquilles sont molles et peuvent être rompues sans trop d'efforts au moment de l'éclosion. Les premières semaines de vie sont particulièrement dangereuses. Les jeunes sont en effet la proie de prédateurs affamés. Livrés à eux-mêmes, ils doivent dès leur naissance se défendre seuls. Entre-temps, les faucons sont arrivés sur la nouvelle île. Et il se pourrait bien que les lézards constituent leur principale nourriture. Au sein du nouvel écosystème, rien ne se perd. Et ce sont souvent les plus petits de ces habitants insulaires qui s'en sortent le mieux, les fourmis. Omnivores, les fourmis s'adaptent aussitôt à leur nouveau milieu. Les cadavres d'animaux sont pris en charge en un temps record, avant d'être transportés à la fourmilière. Le vent et les oiseaux de mer ont depuis longtemps déposé sur l'île des graines, qui ont trouvé dans les fissures des roches volcaniques un milieu propice. Au fil des générations, les plantes se propagent, disparaissent et produisent un compost fertile. La condition nécessaire pour l'apparition de nouvelles formes végétales, quelles que soient les conditions climatiques, forêt tropicale ou savane sèche. En quelques milliers d'années, un court laps de temps à l'échelle géologique, le désert de lave s'est métamorphosé en un petit archipel envahi par la végétation. Les oiseaux isolés suffisamment longtemps du reste du monde ont eux aussi formé des variantes locales. C'est le cas de cette espèce de pinson des Açores. S'il ressemble à ses parents restés sur le continent, à des centaines de kilomètres de là, il a développé un chant à part, un dialecte en quelque sorte. Le roitelet est l'un des plus petits et des plus légers oiseaux d'Europe et d'Afrique, à peine 5 grammes sur la balance. Il n'existe dans le monde que quelques centaines de spécimens de cette variante, qui vit dans les forêts de lauriers humides et se nourrit de petites araignées et de minuscules œufs d'insectes. Avec l'isolement, les papillons aussi tendent à produire des sous-espèces. Certains, comme ce caligo, se sont adaptés tant et si bien qu'ils ne butinent plus les fleurs, mais se nourrissent seulement du jus des fruits pourris. Leur trompe s'est par conséquent transformée.
Ce papillon de Malaisie s'est spécialisé dans les fruits qui pendent encore aux arbres. Il les incise pour récolter leur jus sucré. Une des adaptations les plus radicales est celle du sphinx tête de mort. Il pénètre dans les ruches des abeilles sauvages et à l'aide de sa courte trompe, perce le gâteau de cire pour récolter le miel qui est à l'intérieur. Une intrusion au péril de sa vie, car il est aussitôt attaqué par les abeilles et succombe parfois à leurs piqûres. Il est fascinant de constater que prédateurs et proies maintiennent un équilibre qui empêche l'extermination de certaines espèces par une autre. Dans certaines régions, les mygales Theravosidae peuvent atteindre une taille considérable. Une envergure de 20 cm n'est pas rare. Avec leur venin, elles peuvent terrasser des souris et des serpents. Très souvent, les mammifères de taille moyenne aussi finissent par coloniser les nouveaux archipels. C'est le cas des coatis. Face à la dextérité du carnivore, l'araignée est sans défense. Si l'île volcanique subsiste assez longtemps sous les tropiques et qu'elle dispose d'une bonne quantité d'eau douce, une forêt tropicale à feuilles persistantes se développe sur son sol. Un milieu très attractif pour les cygnes. Plus les espèces végétales et animales sont nombreuses à cohabiter, plus elles se spécialisent et deviennent dépendantes les unes des autres. Peu à peu apparaissent des spécimens à l'apparence souvent insolite, qui, par leur intervention, assurent la survie d'une espèce. Ainsi, les orchidées produisent des fleurs spectaculaires. Mais pour cela, elles doivent être fécondées et ont donc besoin de l'aide extérieure des oiseaux, en l'occurrence des colibris. Ces derniers ont développé des becs extrêmement fins et de longues langues pour récolter le nectar, leur nourriture principale, et par là même assurer la pollinisation des fleurs. Ce partenariat étroit entre plantes et animal est vital, tant à l'une qu'à l'autre espèce. Ici, la nature s'est d'ailleurs spécialisée à l'extrême. Seules certaines espèces de colibris peuvent s'abreuver à certaines fleurs. Les forêts tropicales recèlent une biodiversité à l'ingéniosité créative sans pareille. La technique du camouflage y est omniprésente. Ainsi, il n'est pas rare de croiser des feuilles ambulantes. Il s'agit en réalité d'insectes herbivores qui imitent à s'y méprendre le feuillage des buissons et des arbres. Rien ne manque, pas même les fines nervures et les trous. Têtes et pattes portent de drôles d'excroissance et ressemblent jusque dans les moindres détails aux petites feuilles et aux pousses. Tout juste peut-on les repérer quand ils se mettent à grimper. Mais même là, ils s'arrangent pour ne pas se faire remarquer. Beaucoup se déplacent en se balançant, donnant l'impression d'une feuille agitée par le vent.
Et lorsque plusieurs se synchronisent, ils offrent le spectacle d'une branche qui ondule. Imiter une plante secouée par le vent afin de passer inaperçue est une technique répandue. Les argiopes rayés aussi utilisent cette technique et se balancent avec ardeur dans leur nid, comme attachés à une corde. Un camouflage parfait qui leur permet de se fondre dans le paysage. Une manière sans doute de détourner l'attention de leurs principaux prédateurs, comme les oiseaux. Le nec plus ultra consiste toutefois à ne faire plus qu'un avec une plante. Dans ce domaine, la palme revient à la chenille de la cuculie de l'absinthe. Même de près, difficile de la distinguer de la plante dont elle se nourrit. Le seul moment où elle est repérable, c'est lorsque d'un mouvement infime, elle se déplace pour manger. Mais quelle que soit la perfection de tous ces camouflages, il y en a une qu'il ne trompe jamais. La menthe religieuse. Aucun mouvement ne lui échappe. Les feuilles séchées et le bois pourri n'éveillent guère l'intérêt des animaux. Leur ressembler, tout comme pouvoir imiter un morceau d'écorce morte, constitue un atout majeur. Dans ce domaine, le gecko à queue plate atteint des sommets de perfection. Il a beau mesurer plus de 20 cm, ils se font presque entièrement sur le sol forestier. Même ses grands yeux sont marbrés de marron. Et comme c'est un animal nocturne de surcroît, sa stratégie de camouflage est quasiment parfaite. Le gecko est connu pour sa prudence, et quand il se déplace, c'est toujours avec lenteur. Ce comportement fait partie de sa stratégie de survie, car les écorces et les feuilles mortes sont par nature immobiles, sauf lorsqu'elles sont soulevées par le vent. Une autre espèce combine à la perfection camouflage façon feuilles séchées et mouvement sous le vent. La menthe violon. Ce stratagème lui procure un double avantage. Elle est protégée de ses prédateurs et ses proies s'approchent sans se méfier. Qui pourrait en effet penser que, sous ce masque de feuilles fanées, se cache en réalité un carnassier vorace. Mais ces stratégies de survie peuvent encore être beaucoup plus ingénieuses et raffinées. Et parfois on les rencontre chez les oiseaux, ou plutôt dans ce qu'ils laissent derrière eux. Les fientes d'oiseaux n'ont en elles-mêmes rien d'exceptionnel. Elles se prêtent pourtant à l'une des plus curieuses stratégies de survie du règne animal. Car tout ce qui ressemble à des excréments n'en est pas forcément. Ce n'est que lorsque la fiente commence à bouger que le subterfuge est révélé. Il s'agit en réalité d'une chenille de papillon. Cette opération de camouflage est très efficace. Celui qui arrive à se faire passer pour une fiente d'oiseau aura assurément bien peu d'ennemis. Les oiseaux qui couvent au sol ont mis au point une méthode similaire pour protéger leurs œufs. Les coquilles sont dotées d'une couleur identique au milieu où elles se trouvent. Le petit gravelot est bien trop frêle pour défendre son nid en cas d'attaque. Le camouflage est la seule parade pour protéger ses œufs. À l'apparition d'un rapace, le petit gravelot quitte le nid afin que le camouflage fasse son effet. Et une fois le danger passé, il revient couver ses œufs. Mais toute stratégie a ses limites.
Le sud-ouest des États-Unis abrite un reptile qui s'est spécialisé dans le pillage des nids d'oiseaux. Ce prédateur, c'est le monstre de Gila, une espèce de lézard particulièrement trapu et robuste. L'apparition de ces animaux est très ancienne puisqu'elle remonte au Crétacé. À l'époque, ils côtoyaient les dinosaures. Pour détecter ses proies, le monstre de Gila a toutefois recours à une autre arme. Sa spécialité, c'est de débusquer les nids d'oiseaux au ras du sol. Et avec lui, le camouflage des œufs ne sert à rien. En dardant continuellement sa langue, le monstre de Gila capte les odeurs des œufs et avance droit sur ses cibles. Mais pour augmenter les chances de survie, l'évolution des espèces peut prendre des chemins plus compliqués. Le camouflage conventionnel n'est pas la panacée. Encore plus efficace, l'adaptation spontanée. Les vrais champions en la matière sont les minuscules araignées-crabes d'un demi-centimètre de long. L'araignée-crabe n'est jaune que lorsque la fleur l'est aussi. Si elle déménage sur un fond blanc, elle ne tarde pas à se métamorphoser. La petite araignée stocke alors le pigment jaune à l'intérieur de son corps, qui redevient blanc presque instantanément. Une transformation sur commande, pour ainsi dire. L'île de Madagascar, à l'est de l'Afrique, est connue pour abriter les maîtres incontestés du changement de couleur, les caméléons. Passer du vert au noir ou du jaune au rouge ne leur pose aucun problème. Comme chez les autres espèces, l'objectif premier est le même, le camouflage. Dans la brousse, celui qui se fond dans son environnement augmente ses chances de pouvoir attraper des proies qui s'approcheront sans se méfier. Ce que l'on sait moins, c'est que ces couleurs sont aussi un langage que les caméléons ont développé pour exprimer leurs états d'âme et leur humeur. Vert, les mâles protègent jalousement leur territoire et ne sauraient tolérer aucun intrus. Noir, le vaincu rumine sa défaite et sa frustration. Outil de communication utilisé par certains spécimens à la saison des amours, ce langage des couleurs reste un domaine encore mal exploré de l'éthologie. Certains amphibiens peuvent eux aussi changer de couleur en un rien de temps, tant pour se camoufler que pour communiquer leur humeur. Les anours, surtout, maîtrisent le langage des couleurs comme nul autre dans le règne animal. Avec leurs couleurs vives, les anours avertissent leurs prédateurs potentiels de leur toxicité, ou prétendent tout du moins ne pas être comestibles, comme la grenouille aux yeux rouges. Rouge, orange, jaune, bleu, autant de couleurs qui mettent en garde contre un poison ou un danger. Dans les forêts tropicales, les grenouilles dépourvues de ces signaux de couleur sont le plus souvent la proie d'araignées affamées. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale abritent les grenouilles de la famille des Dendrobatidés. Beaucoup d'entre elles sont très toxiques. Aucune araignée n'oserait s'y attaquer.
Ces petites grenouilles, qui mesurent entre 1 et 5 cm, constitueraient pourtant un festin de choix. Mais certaines espèces sont si toxiques que les Amérindiens les utilisent pour fabriquer des flèches empoisonnées. Le Dendrobates tinctorius a une drôle de couleur bleue. Les scientifiques ont prouvé que son poison n'est pas seulement utile contre les prédateurs. Il protège aussi sa peau humide des bactéries et des champignons qui pullulent dans les forêts tropicales. Le poison immunise en quelque sorte la grenouille. Ce mécanisme présente un grand intérêt pour la science. La recherche médicale pourrait par exemple s'en servir pour soigner les maladies de peau. La forte toxicité de ces petites grenouilles semble être due à leur proie. Ce sont les minuscules insectes et autres arthropodes qu'elles consomment qui les rendraient toxiques. L'animal le plus toxique au monde est ce représentant de la famille des Dendrobatidae, le philobate terrible. Pouvant atteindre 5 cm de long, son poison est si puissant qu'il suffirait à tuer plusieurs centaines d'hommes. Il peut donc se permettre cette couleur jaune vif, un signal d'avertissement parfaitement clair pour tous les prédateurs potentiels. L'espèce se rencontre dans les forêts tropicales colombiennes. La ponte est insolite, la femelle dépose ses quelques œufs sur la terre ferme. Le mâle reste en permanence à proximité pour les surveiller. Les têtards passent une partie de leur développement dans une enveloppe gélatineuse. Après l'éclosion de celle-ci, le mâle récupère sur son dos les têtards à moitié formés. Une fois qu'il en a plusieurs sur son dos, il part les déposer dans de petites poches d'eau qu'il trouve dans les plantes et les abandonne à leur sort. De minuscules quantités d'eau de pluie suffisent alors aux têtards du philobate terrible pour continuer leur métamorphose. Et ces petits coins d'eau les protègent généralement des prédateurs. Car contrairement à leurs parents, les têtards ne sont pas encore toxiques. La couleur qui signale le danger arrive progressivement. Et les jeunes grenouilles ne deviendront véritablement toxiques que lorsqu'elles poseront les pieds sur terre et consommeront leur proie. Dans le règne animal, le langage des couleurs est universel. La preuve avec la salamandre de feu. Elle vit à plus de 9000 km de la Colombie. Pourtant, le principe est le même. Ces taches jaune vif avertissent les prédateurs. Leurs glandes, qui sécrètent une toxine, ne sont pas à négliger. Un petit chien à qui viendrait l'idée d'y goûter succomberait très probablement. La salamandre ne pond pas d'œufs, mais donne naissance à des larves déjà bien développées qu'elle dépose dans les eaux courantes, comme les ruisseaux des forêts. Les petits viennent au monde un par un et sont tout de suite autonomes.
Ils sont dotés de branchies externes et d'une couleur de camouflage, car eux aussi sont totalement inoffensifs au stade larvaire. C'est, on l'a vu, un dénominateur commun à plusieurs espèces. L'adulte est toxique, mais pas son petit. De quoi étayer l'hypothèse selon laquelle la production de poison serait liée à l'alimentation. Les serpents se gardent bien de s'attaquer à la salamandre de feu. Le message jaune vif est parfaitement clair. Je ne suis pas du tout comestible. Mais certains animaux pas toxiques pour un sou utilisent le langage des couleurs pour duper leur monde. C'est le cas d'un papillon, le sphinx demi-pan. Pour échapper à une mésange charbonnière sur le point de le dévorer, il emploie un stratagème étonnant. Il ouvre brusquement ses ailes postérieures rouges dotées d'yeux bleus entourés de noir. La mésange est déconcertée par ce message visuel et pense avoir affaire à une proie toxique. La supercherie fonctionne parfaitement. Dans la plupart des cas, cependant, les couleurs rouge, orange et jaune avertissent d'un danger bien réel. La chenille du sphinx de l'Euphorbe ne consomme que des plantes vénéneuses et deviendra plus tard elle-même toxique. La veuve noire affiche également un rouge vif pour signaler sa grande dangerosité. Elle se protège ainsi de ses prédateurs quand elle est à découvert sur sa toile en plein repas. Une simple mesure de précaution, car elle est le plus souvent cachée dans des sombres recoins. Ces araignées ne dépassent guère 12 mm de long, mais leur venin est très puissant. La veuve noire d'Australie se rencontre dans les steppes et les semi-déserts. Elle est difficile à repérer parmi les nombreuses tiges et herbes sèches. Parfois, elles parviennent à capturer des petits lézards. Mais avec ses 50 cm de long, le lézard à langue bleue n'a rien à craindre. Il combine deux stratégies de survie. Premièrement, un camouflage à rayures. Deuxièmement, une langue bleue foncée pour indiquer qu'il n'est pas comestible, voire venimeux. Mais la vérité, c'est que le lézard à langue bleue est totalement inoffensif. Son évolution prouve en tout cas que ce double subterfuge fonctionne à merveille. L'espèce existe depuis plusieurs millions d'années dans les zones arides d'Australie. Certaines techniques saugrenues sont effectivement efficaces et contribuent à la pérennité d'une espèce. La preuve avec cette créature, la blatte de Madagascar. La blatte est apparue il y a probablement 300 millions d'années. Madagascar s'est séparé du continent africain il y a 150 millions d'années environ. Un laps de temps suffisant pour développer une spécialisation d'un genre assez particulier. En cas de danger, la blatte de Madagascar se défend par le bruit. Les geckos, qui sont nocturnes, comptent parmi ses prédateurs. Dérangé par le sifflement de la blatte, le gecko lâche prise. La contre-offensive sonore a ainsi parfaitement fonctionné. La dissuasion par le bruit n'est nullement un domaine réservé aux insectes.
D'ailleurs, cette technique est surtout connue grâce à un genre de serpent au nom évocateur, le serpent à sonnette. Lorsqu'un animal ou un homme s'approche trop près du reptile, souvent bien camouflé, celui-ci agite l'extrémité de sa queue. Le cliquetis caractéristique produit par les écailles du bout de sa queue ne signifie qu'une chose: arrière ou je mords. Le serpent à sonnette compte parmi les espèces dont le venin est mortel. Mais une morsure venimeuse lui coûte beaucoup d'énergie. Il n'utilise donc cette arme de défense qu'en dernier recours, quand l'avertissement sonore a été ignoré. La nature trouve toujours des moyens inédits pour donner à la vie de nouvelles chances. Que ce soit sur une petite île volcanique, dans un désert, une forêt tropicale ou un bois de chêne non loin de chez nous. Toujours et en tout lieu, l'évolution est inventive et réserve bien des surprises. Avec une longueur pouvant atteindre 8 cm, le lucane cerf-volant est le plus gros coléoptère d'Europe. Les impressionnantes mandibules constituent l'essentiel de son appareil buccal, qui compte aussi une petite langue en forme de pinceau. Celle-ci ne lui permet que de recueillir les liquides. Les lucanes femelles sont soumises au même régime. Aucune nourriture solide, juste la sève des plantes. Cela a de quoi étonner vu leur taille. D'autres espèces de grande taille, comme le scarabée rhinocéros, n'ingèrent même aucune nourriture du tout. Comment est-ce possible? Ces grands scarabées vivent en grande partie sur leurs réserves d'énergie emmagasinées au cours du stade larvaire. Le scarabée adulte n'est là que pour se reproduire et ne vit que quelques semaines. Voilà pourquoi il n'a plus guère besoin de nourriture. Du point de vue de l'évolution, ce ne serait que du gaspillage. Avec une longueur de 12 cm et un poids pouvant atteindre 100 grammes, le scarabée Goliath, originaire du Congo, compte parmi les insectes les plus lourds au monde. C'est pourtant un petit mangeur. Il se contente de fruits pourris tombés sur le sol des forêts. Mais son appareil buccal atrophié lui permet seulement de lécher les fruits. Cela lui suffira pour survivre jusqu'à l'accouplement. La vie est décidément plus forte que tout.